Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 13 octobre du dimanche, il est 17h et je m'épose et je reviens. Voilà, donc je vous disais qu'on se retrouve, ça fait un petit moment pour une petite lecture, un petit récit. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait, tout simplement parce que mon papa ne m'a toujours pas rendu mon bouquin. Et puis j'avais attaqué dans un autre bouquin. Et là je l'ai repris, j'ai dit allez, ça fait un petit moment. Pourquoi pas, c'est dimanche, on est en automne. Il est l'heure. Alors, j'ai pris un livre. Donc, vous avez déjà lu une légende. C'était La voie romaine engloutie, si vous vous rappelez. Du coup, cette fois, je retrouve la bonne page. La page, bon sang. Donc c'est un bouquin de, je vous écris, Christian Delval, les légendes oubliées de nos montagnes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous la lire en une fois. On verra. Je vais vous montrer le livre, je vais juste retrouver ma page. Voilà. Donc, c'est un livre comme ceci. D'accord. Il était bien à mon grand-père, Fussier Léon, le papa de mon papa. Quasiment tous ces bouquins sont... notés à son nom. Et regardez ce qu'on a. C'est un signe. Allez, c'est parti. Pour cette petite légende, c'est un fromage bleu pour la vie d'un moine. Ou la légende du bleu de Gex. En ce mois d'octobre de l'an grâce 1467, il n'avait pas encore neigé sur le Haut-Jura. Donc à 1467, on est au 15e siècle. Vous savez, pour savoir en quel siècle on est, si vous êtes 1360, on fait plus 1 sur le 13. Boum, on est au 14e. Donc là, 1400, on est au 15e siècle. Faut bien que vous... D'accord ? De part et d'autre du Val Serein, en ces rudes montagnes dressées comme des remparts forestiers. Ah non, mais c'est pas celle-là que je voulais. Je suis désolée. Je vais vous la lire, hein, celle-là aussi. Mais à la base, c'était pas celle-là. Donc, je vais repartir sur celle que je m'étais fixée. Excusez-moi. Je vous la lirai, mais une autre fois, c'était pas celle-là du tout. Je voulais vous lire là. Voilà, elle est là. Donc, excusez-moi, et on recommence. Le chamois blanc. Au café du Moirnon, cet après-midi-là, Émile, le vieux berger, le Gaston, le garde-chasse à la retraite, l'Octave, le charpentier, et le père Joseph, le curé du village, étaient en train de taper la belote. C'est un jeu de cartes, la belote. Dehors, il faisait ce sale temps de la fin d'octobre, quand l'automne pourrit avant de mûrir.
gâché par un hiver trop avancé. Depuis 2 semaines, les montagnes clôturant la vallée s'étaient blanchies, sans retrouver leur teint de roches herbeuses baignées de ciel. Oui, l'automne était pourri. Les frimas avaient pris possession de la montagne, de si bonne heure cette année-là, qu'on s'étonnait de voir Norel encore si loin. Le curé donnait les cartes. « Fais pas de fausses donnes, dit l'Émile. Distribue pas ça comme des hosties. Le dimanche à la messe, on rit autour de la table. » L'Émile était peut-être bien le seul au village qui se permettait de tutoyer le curé. Le vieux berger avait 84 ans. Il avait passé tous les étés de sa vie là-haut, dans les alpages et les rochers, loin des hommes et près de Dieu. Comme il aimait à le dire au curé, quand celui-ci lui reprochait ses absences à la messe. Tout de même, Émile, c'est à toi de montrer l'exemple. Comment veux-tu que nos jeunes fassent de bons chrétiens quand ils te voient aller au café plutôt qu'à la messe? Et le vieux répondait, il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi mon exemple, hein, et surtout pas quand je restais là-haut. À travers les vitres du café, le regard délavé de l'Émile se leva vers les montagnes embrumées, avec toute la nostalgie de sa vie d'alpage, qui s'allumait sous ses paupières, entre de tristes clignements ridés. Vous savez, les gens qui, comme ça, les bergers qui font vraiment toute leur carrière comme ça, dans les alpages, quand ils arrêtent. Peut-être à cette époque-là, ça les tuait pas, mais je dirais que maintenant, ça les tue. Parce que c'est un autre monde. Hein. Vous êtes seul avec vos chèvres, vos moutons. Et pas de téléphone portable, pas d'internet. Pas tout ça, vous êtes face à vous-même avec vos bestiaux. Hein. C'est pas la vie qu'on a l'habitude de mener de nos jours. C'était peut-être mentalement plus facile à leur époque, à eux finalement qu'à la nôtre. Voilà. Mentalement, je parle. Le curé retourna un valet de cœur. « J'y vais, dit l'Octave sans hésiter. « Où ça ?» demanda l'ancien garde. Personne ne sourit. Ça avait bien 5 ou 6 fois que le Gaston servait sa plaisanterie. Elle commença à avoir un goût de réchauffé. « Il m'enlève un de ces jeux, soupira l'Émile en soulevant ses 3 dernières cartes. L'Octave et le Gaston remportèrent la manche. Les 2 équipes se retrouvaient à égalité. Il ne manquait que 40 points chacune pour gagner le 1500. Tout allait se décider dans la dernière donne. Donc quand on parle de donne, en fait, c'est une partie, en fait. Hein. C'est pas une partie de 1000 points. Puis eux, ils vont en 1500, 1500. C'est la donne du moment, la partie du moment. On met une carte, tout le monde a ses cartes, hop, boum, boum, voilà, d'accord. Je sais pas si j'étais mais bon. On entendait voler les mouches dans la salle du bistrot déserte. Le patron, qui jusque-là avait lu son journal, derrière le bar, s'était approché, en appréciant en connaisseur l'intensité du match. Grave et tendu, l'Octave but une petite gorgée de son canon de rouge. Puis il mouilla son pouce et son index de sa langue vineuse, un peu comme on humecte un timbre de poste. « Vous avez coupé, mon père ?»« Tu vois pas, non ?» fit le Gaston, avant que le curé ait pu répondre en désignant du menton les 2 paquets de cartes. Les grosses mains du charpentier empoignèrent le jeu et la distribution commença, dans un silence épais, où le bruit feutré des cartons sur le tapis résonnait comme des coups de gong. 7 de trèfle, le silence se prolongeait. « Alors, c'est à toi de dire, l'Émile !» lança le Gaston avec une pointe d'impatience dans la voix. L'Émile regarda à travers la vitre avec l'air d'être complètement à côté du jeu.
Ah oui, c'est vrai. Il regardait ses cartes en faisant l'amour. Oh non. Moi j'y vais, enchaîna directement Gaston. L'Émile regardait à nouveau par la vitre. Il regarde bien sûr ces montagnes, je pense. Sa brouillasseuse moustache blanche lui donnait l'allure d'un vieux Gaulois. Comme à l'accoutumée, il n'avait pas ôté son chapeau. Bon, fit l'ancien garde-chasse, comme un boxeur sur le point d'attaquer le dernier round d'un championnat du monde. C'est à toi d'attaquer, l'Émile. Mais l'Émile ne semblait pas entendre. Il s'était penché pour appuyer son front contre le carreau. Mais qu'est-ce que tu regardes donc? Tu ne les as encore pas assez vus, ces sacrées montagnes? Le chamois blanc. C'était sorti dans un souffle, mais tout le monde entendit, sauf le Gaston qui était un peu sourd. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda l'Octave qui avait pourtant bien compris. L'Émile se tourna enfin vers les autres. Il ouvrait de grands yeux. Son visage était aussi pâle que ses moustaches. Son index tremblant désignait la montagne à travers la vitre. Là, en haut du téléski. Le chamois blanc, je vous dis. Ils se levèrent en faisant racler leurs chaises, chacun éclaircissant une bleue du dos de la main sur le carreau embumé. Seul le Gaston resta à sa place, en gloussant un rire plein de suffisance. Tu parles, un chamois blanc. Pourquoi pas un éléphant rose? Avec moi, ça ne prend pas. Tu nous dis ça pour faire diversion, mais votre déculottée, vous allez vous la ramasser. Et puis, bien encore. Personne ne lui répondit. Ils scrutaient tous à travers la vitre. Dehors, la brume pluvieuse ne facilitait pas l'observation. « Où ça ?» demandait le patron en plissant son front. « Je ne vois rien, mais si, je vous dis, en haut du téléski, un peu à gauche, juste vers les derniers sapins. »« Ouh, moi je ne vois que le brouillard, » grogna l'Octave. Les écharpes de brume enveloppèrent le haut du téléski, engloutissant les sapins et les alpages dans un voile de grisaille mouvante. « On ne voit plus rien, » murmura l'Émile. Il se tourna vers ses amis qui le regardaient d'un air mi-figue, mi-raisin. « Pourtant, je vous assure, je l'ai vu. » Seul le patron continuait à guetter, comme s'il avait voulu percer le brouillard du regard. Le Gaston donna libre cours à une pesante moquerie. « Qu'est-ce que je vous disais? Il vous a bien eu, l'Émile, mais il n'est pas assez malin pour moi. » L'Émile serra les poings et le regarda dans les yeux. Son visage s'était légèrement crispé, mais sa voix resta très calme. « Pauvre imbécile, si tu savais tout ce que j'ai braconné sur ton nez pendant 30 ans sans que tu t'en aperçoives, tu ne te vanterais pas tant d'être si malin. » La gorgée de vin rouge que le Gaston était en train de boire lui resta en travers de la gorge. Il s'étouffa en éclaboussant le tapis. Malgré d'énormes efforts pour reprendre sa respiration, il suffoquait complètement. Son visage naturellement coloré prenait des teintes de pourpre, virant au violet sur le nez et les pommettes. Le curé lui frappa le dos. « Hélas, Gaston, restez avec nous !» L'Émile soupira avec mépris. « Si c'est pas malheureux, ça sait même pas boire un canon. » On s'activait autour de l'ancien garde congestionné. « Faut appeler les pompiers, ça, le patron. » Le charpentier écarta le curé de ses grosses mains. « Laissez mon père, je suis secouriste. Il faut lui faire une bouche à bouche. Vous allez voir, ça va être vite réglé. » En effet, ce fut vite réglé. Il n'eut même pas besoin de bouche à bouche. Le Gaston alla tout de suite mieux. Il repoussa l'Octave à 2 mains, si vigoureusement que l'autre faillit se retrouver par terre. « Ah, mais ça me fait chier ces mouches-là! Putain !» Bon, attendez. Lui, on peut chier, si je l'ai pas fait dans la main.
Laissez-moi, rugit-il. Un silence ponctua son cri. Puis tout le monde éclata de rire, sauf lui. Émile, dit-il solennel, tu viens de m'insulter en public? Dis-toi bien que tu as de la chance d'avoir 84 ans et puis d'être à moitié bancal. Sinon, ouais, mon pauvre ami. Le Gaston secouait sa main. Si t'es pas content, répartit Émile sur le même ton. On sort dehors. J'ai peut-être l'âge que j'ai, mais je vais te montrer, moi, si je suis à moitié bancal, petit morveux. Attends, je finis mon canon et je suis à toi. Le curé intervient. Allons, allons, mes amis. Cessez de vous chamailler pour rien. On ne dirait pas que tu as 78 ans, Gaston. Il me doit le respect, lança Émile. C'est lui qui a commencé. C'est toi qui as commencé à nous raconter des blagues. Oui, riposta le Gaston. Apprendre les gens pour des idiots. Ce n'est pas des blagues, Gaston. Il y avait un tel accent de sincérité dans la voix de l'Émile que le garde-chasse à la retraite ne trouva rien à répondre. Il gommera des choses inintelligibles, puis déclara « Moi, en tout cas, j'en ai jamais vu de chamois blanc. » Tu ne m'en as jamais vu non plus, maître Descollets. Alors tu sais, pour moi, ce que tu as vu ou ce que tu n'as pas vu, ce n'est pas une référence. Le père Joseph intervint à nouveau. Allons, allons, cessez de vous disputer. Finissons plutôt le 1500. On en était, je crois, à la dernière donne. Attention, je vais prendre la vidéo. Moi, j'ai plus envie de jouer, dit Émile, en restant debout. Il se tourna vers le patron. Prends donc ma place, toi. Et voilà, soupira le Gaston en écartant des bras fatalistes. Tout ce cinéma parce que monsieur est mauvais perdant. Il a tout fait pour gâcher la fin de la partie. Le poing de l'Émile s'abattit sur la table. Nom de Dieu! Tu vas finir par trouver toi. Moi non plus, je n'ai plus envie de jouer, dit le curé en prenant l'Émile par le bras. Je vais m'en aller. Il se tourna vers le Gaston. Gaston, tu as tort d'énerver Émile comme tu le fais. Pourquoi le contredis-tu alors que tu n'es sûr de rien? Les épaules de l'ancien garde-chasse se voûtèrent. Il avait l'air d'un gamin que l'on réprimande. Bon, ça va. Si mon curé est contre moi, lui aussi. Puis, comme il n'avait pas mauvais fond, il se leva et tendit la main à Émile. Par rancunier, le vieux la serra. Mais il éprouva le besoin d'ajouter. C'est bien pour te faire plaisir, moi tu sais, je m'en fous. Comment ça, tu t'en fous? Ah non, ça ne va pas recommencer, s'exclama le patron. Allez, je vous paye une tournée, mais arrêtez votre cirque, autrement je ferme le bistrot. La terrible menace jeta un froid, puis l'Émile reprit. Si vous voulez, je peux vous la raconter, moi, l'histoire du chamois blanc. Je suis sûr que vous ne la connaissez pas. Le Gaston haussa les épaules et secoua négativement la tête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout le monde sait bien que le chamois n'existe pas. L'Octave leva sa grosse main. Alors là, je te demande bien, pardon Gaston, moi j'en ai vu un dans le temps, même que j'étais avec le grand Giraud qui est mort à présent. D'ailleurs, tu le sais bien, je te l'ai déjà dit. Le Gaston haussa encore les épaules. Oh, moi, tu sais, les histoires de chasse, j'en ai tellement entendu dans ma vie, je peux pas m'en souvenir de toutes. Mauvaise foi en plus. Tant de choses nous échappent dans la nature, déclama le curé sur son ton de sermon. Il y a bien des albinos dans toutes les espèces animales, alors pourquoi pas chez les chamois? C'est juste, opina l'Émile. C'est sans doute un albinos. Mais bon Dieu, que c'est beau! Et l'histoire qui court là-dessus est tellement belle. Allez, raconte-la nous, cette histoire. T'en meurs d'envie, et puis nous aussi, dit le patron. Moi, je n'ai pas envie de la raconter pour me faire prendre pour un imbécile par des ignorants qui se croyant malins. Allons bon, dit le curé, ça ne va pas recommencer puisque Gaston a dit qu'il t'écoutait. Le patron déboucha une bouteille si sale qu'on ne distinguait plus l'étiquette. Le charpentier passa une langue gourmande sur ses lèvres. Eh ben, mon cochon, il doit pas être piqué des vers, celui-là. C'est vrai, ronchonna le Gaston.
Plus la bouteille est poussiéreuse, plus le vin est bon. S'il n'a pas le goût de bouchon, précisa le curé. En tout cas, ton vin de messe, il ne doit pas tant avoir le goût de bouchon, remarqua l'Émile. Il n'y a qu'à voir comment tu dégustes. Le curé s'indigna. Comment ça, je le déguste? Je ne peux quand même pas boire le sang du Christ comme un verre d'eau. Et puis d'abord, tu es mal placé pour me faire de telles remarques, Émile. Les rares fois où tu assistes à la messe ne t'autorisent pas à porter de jugement sur ma façon de communier. Pouh, fit l'Émile. Peut-être que si tu me faisais goûter à ton sang du Christ, j'y viendrais plus souvent à la messe. Le curé allait répondre, mais le clouc sonore du bouchon brisa son élan. À geste mesuré, le patron posa le tire-bouchon sur le bar, comme un chirurgien qui vient d'officier avec un précieux instrument. Puis il versa doucement un peu de vin dans son verre. Les 4 compères suivaient chacun de ses mouvements, sans souffler mot. On n'entendait que le menu clapotis du vin contre le cristal. Solennel, le patron leva son verre pour examiner à la lumière la consistance du breuvage. Le silence était tendu. Les regards soucieux des assistants allaient du verre au patron, guettant la moindre expression de son visage. Puis, lentement, l'officiant porta son verre à sa bouche en fermant les yeux. Il ne but pas tout de suite, les narines palpitantes, attentives au bouquet. Le suspense devenait insoutenable. Enfin, toujours dans un silence sépulcral, le patron aspira une toute petite goulée dont il s'imprégna longuement la langue et le palais, avec force et bruit de succion glouglouteuse, en contractant sa bouche en un cul de poule. Les yeux se rouvrirent, la langue clappa, et le verdict tomba net, impartial. Il va bien. Des soupirs de soulagement fusèrent de toutes parts, tandis que résonnait dans la salle la joyeuse chanson des vers que l'on emplit. Puis chacun prit le sien dans sa main et on leva les calices aux couleurs de rubis. Bon, maintenant tu vas nous la raconter, cette histoire de chamois blanc, Philoctave, puisque vous y tenez. Mais c'est bien pour faire plaisir à celui qui nous offre du si bon vin. Le patron baissa modestement les yeux. Eh ben voilà, attaqua l'Émile. Ça se passait il y a bien longtemps, si longtemps que personne ne sait plus quand. Et l'histoire que raconta l'Émile en cette fin d'après-midi maussade est si belle que parmi les gens modernes que nous sommes, certains ne manqueront pas de la juger puérile ou même grotesque. Mais ceux-là sont à plaindre car depuis longtemps, ils ne savent plus que le rêve fait partie de l'existence. Aussi nécessairement que l'air que nous respirons ou que la nourriture que nous mangeons. Cette histoire, c'est celle de Luca, un berger d'autrefois, peut-être un peu de la même trempe que l'Émile. C'était un gamin de l'assistance publique. Comme on dit, il avait été élevé de ferme en ferme, où on travaillait du matin au soir, sans jamais prendre un jour de congé. Excepté le temps où il y avait la guerre. Lucas, depuis son adolescence, avait passé tous les étés de son existence dans la montagne avec les moutons. Ces 2 chiens n'auraient eu aucune chance de prix dans les expositions canines. Fièrement bâtard, hirsute de poils et d'oreilles, 2 secondes. Parce qu'il va voler les croquettes alors qu'il y en a dans sa gamelle là. Ça commence à me gonfler. Ouh. Fièrement bâtard, hirsutes de poils et d'oreilles, ils étaient les compagnons si fidèles qu'irremplaçables quand le troupeau se morcelle à travers les roches, les éboulis, les combes et les crêtes. Et puis, il fallait pas oublier les 2 ânes qui montaient sur leur dos, battaient le matériel du berger.
ce matériel pauvre et solide à la fois, sans lequel on ne peut pas tenir les 4 mois d'alpage. C'est Lucia, précisait l'Émile au long de son récit. Personne ne l'avait jamais vu avec une femme. On disait qu'il avait été amoureux dans sa jeunesse d'une belle jeune fille et qu'elle lui avait promis de se marier avec lui. Mais Lucia avait dû partir à la guerre. On ne sait plus où ni comment. Lui ne lui voulait pas y aller. Il ne connaissait que ses montagnes et ses troupeaux. Ce n'était pas un belliqueux et il n'aurait pas été capable de tuer un homme. Mais l'ennemi menaçait le pays et il était parti avec les autres. Oh, bien sûr, il y en avait qui n'étaient pas partis. De ces gars qui ont des relations pour se faire exempter et pour passer entre les gouttes, comme on dit. Le berger avait 20 ans. La guerre a duré. Et lui qui n'aimait pas les armes, lui qui ne voulait pas faire du mal à son prochain, il a dû vivre avec toutes ces horreurs. Oh. Quand il est enfin rentré chez lui, dans son village, il s'est rendu compte que tous ceux qui étaient partis, peu en étaient revenus. Et quand il a vu toutes ces mères en deuil, il s'est dit tellement qu'il y était brave garçon, qu'il aurait mieux valu que ce soit lui qui meure. Au moins, ça n'aurait pas fait pleurer de maman, puisque lui n'avait jamais connu la sienne. L'Émile marqua une pause dans son récit pour finir son verre de vin. Les autres écoutaient sans mot dire. L'Octave avait même les yeux un peu rouges. « Il est bon, Spinard, dit l'Émile en reposant son verre vide. » Comme personne ne réagissait, il répéta d'un ton sur lequel il était difficile de se méprendre. « Oui, il est vraiment bon. » Le patron saisit la bouteille. L'Émile attendit que son verre soit plein pour étendre son index en disant « Là, ça suffit pour moi. »« Continue, souffla le patron. »« Oui, reprit l'Émile. » Donc il y avait beaucoup de familles en deuil dans le village, et les mères n'étaient pas les seules à porter le noir. Il y avait les veuves et aussi les fiancés. Notre Lucia, lui, il avait hâte de retrouver la sienne de fiancée. Ça faisait des mois qu'il ne l'avait plus de nouvelles. Au début, elle lui avait bien écrit quelques lettres en lui disant qu'elle attendait son retour avec impatience. Alors il était voir chez les parents de la fille. Ils l'ont accueilli très gentiment, mais Lucia a bien vu qu'ils étaient embarrassés. Alors il a eu peur. Il a cru qu'il était arrivé malheur à sa fiancée, qu'il était arrivé le contraire de tant de drames autour de lui, et que les parents ne savaient pas trop comment lui annoncer. Alors il a demandé carrément où elle est, où elle était. Le père l'a pris par les épaules en cherchant ses mots. Il lui a expliqué que sa fille était partie, qu'elle avait quitté le village pendant que Lucia était à la guerre. Un homme de la ville était venu au village, un monsieur bien, un notaire, assez jeune. Il n'était pas parti à la guerre, lui, mais il n'était pas planqué pour autant, qu'il disait le père de la fille, parce qu'il travaillait beaucoup, ah ça oui, comme une bête. Pensez donc avec tous ces morts de la guerre, toutes ces successions à établir, tous ces testaments à accomplir. Bien sûr, il gagnait beaucoup d'argent. Mais quand on travaille, c'est normal qu'on en gagne de l'argent. C'est quand même pas comme si on le volait, qui disait le père de la fille. Et c'est en venant pour des papiers avec des familles du village qu'il avait rencontré leur fille. D'ailleurs, il venait de se marier. Bien sûr, on n'avait pas fait un grand mariage, hein, on n'avait pas fait une fête trouvoyante. Fallait penser à tous ceux qui étaient dans la peine. C'est vrai, quoi. Faut être humain dans la vie, qui disait le père de la fille. D'ailleurs, c'était à cause de ça qu'on n'avait rien dit à Luca, le pauvre. Au front, il avait d'autres chats fouettés. On préférait lui dire en face, d'homme à homme, parce que dans la famille, on avait toujours été franc et honnête, et que c'était pas demain, la veille, que ça allait changer. Alors le Luca, lui, il a pu écouter.
Il en avait assez d'entendu. Il est parti sans dire au revoir. Il n'a même pas fermé la porte derrière lui. Il est parti dans la montagne tout seul. Il ne s'est pas soucié de savoir si ça faisait froid. Toute la nuit, il a erré à travers les roches et les bois. Il s'est dit qu'il aurait mieux valu qu'il meure à la guerre, à la place d'un copain qui avait laissé une veuve. Lui, il n'avait personne dans la vie. Tous les jours de guerre, il avait prié bon Dieu pour qu'il puisse un jour épouser sa fiancée, dans un monde en paix. Maintenant, ça y était, la paix était revenue. Mais qu'est-ce qu'il en avait à foutre? Personne ne l'attendait. Il n'avait pas de famille. Il se retrouvait tout seul, avec sa peine, une peine immense. L'Émile s'interrompit pour boire un coup de reprendre haleine. Il essuya la vitre d'un revers de main. Il constata que le brouillard s'épaississait de plus en plus et continua. Oui, Lucas. Il s'est dit qu'il était tout seul. Et il s'est dit que, casse-pipe, il avait eu au moins l'amitié des copains. Alors il a pensé à tous ses potes qui étaient morts dans ses bras, sur le champ de bataille. Et il s'est dit qu'il valait mieux aller les rejoindre. Eux, au moins, où ils étaient, ils ne souffraient plus, ni de leurs blessures, ni de leur chagrin d'amour. Alors Lucas, il redescendit au village. C'était presque le matin, il fallait qu'il se dépêche. Il est rentré dans une remise et il a trouvé ce qu'il cherchait, un bon morceau de corde à foin. Il est retourné dans la montagne, il a choisi un beau sapin avec de belles branches. Il est monté dans le sapin. Il a attaché un bout de sa corde à une branche. Et avec l'autre bout, il a fait une boucle autour de son cou. Et puis au moment de sauter, il eut comme une illumination. Il a pensé aux enfants qui avaient perdu leur papa à la guerre, à ces gamins qui allaient devoir s'élever tout seuls, comme lui, quand il était gosse. Alors il s'est dit qu'il n'était peut-être pas tout foutu, que ça valait peut-être la peine qu'il vive encore pour remplacer le papa d'un gosse. Il a dénoué la corde de son cou, il est redescendu de l'arbre. Peut-être que la corde y est encore si personne n'est allé la chercher. À moins que les écureuils l'avaient débité en charpie pour faire leur nid. L'Émile s'interrompit à nouveau. Continue, supplia Lectave. Je ne vois pas ce que vient faire le chamois blanc dans cette histoire, fit remarquer Gaston sur un ton ironique. Laisse-le parler, voyons, dit le père Joseph. Jusqu'à présent, mes amis, ce qui est arrivé à ce Lucas est arrivé très certainement à d'autres, dans la réalité. Dehors, le brouillard laiteux ternissait un jour déclinant. Le soir commençait à mélanger à la nuit, à la brume. La pénombre voilait la salle du café. Mais personne ne songea à allumer. L'Émile but à nouveau une toute petite gorgée et redémarra. Le printemps suivant, donc le Lucas, reprit son boulot de berger, mais quand il fit sa montée à l'alpage, il n'était pas tout seul, non. Avec lui, il y avait un petit gars qu'on n'avait jamais vu au pays. C'est un gamin de l'assistance publique, et Lucas s'était débrouillé pour avoir plus de bêtes à garder. Comme ça, il fallait 2, et ça donnait l'occasion d'embaucher quelqu'un. C'est comme ça que le berger s'est mis à avoir des aides. Mais attention, c'était pas des gosses qui tuaient à la tâche, comment ça se passe des fois dans le temps, avec certains patrons. Ou comment ça se produit si souvent de nos jours, dans les pays pauvres. C'est vrai, vous avez vu, dans les journaux, tous ces mômes qu'on exploite, en Asie, en Amérique du Sud. Autour de la table, chacun opinait gravement de la tête. Enfin bref, revenons au Lucas avec son petit berger. Oh, il en a toute une ribambelle de petits mioches dans sa longue carrière, le Lucas. Il reprenait un autre et ainsi de suite. Et pour tous ces gamins, le Lucas, c'était un peu leur famille. Avec eux, dans la montagne, il conduisait comme un vrai père. Il leur apprenait des tas de trucs, à connaître les plantes, les oiseaux, à piéger les bestioles. Quelle bestiole, interrompit Gaston en fronçant un sourcil professionnel. Bah, un peu de tout, renseigna l'Émile. Des chamois, des chevreuils, des lièvres, des coqs de bruyère. L'ancien garde-chasse virait au cramoisi. Arrête, Émile, intervient l'Octave. Tu vas lui faire attraper une attaque.
Mais non, voyons, dit le curé, notre ami Gaston voit bien qu'Émile plaisante. À ces mots, l'ancien garde-chasse, qui était sur le point d'exploser, retint sa colère, in extremis sur un sourire pincé. Bien sûr que j'y vois bien qu'il plaisante. Sa voix était des intonations de surmal graissé. Qui ça, moi? Mais je ne plaisante pas, répondit l'Émile de son air les plus innocents. Pourquoi voulez-vous que je plaisante? Le Gaston était sur le point de se lever, mais le père Joseph, avec sa sagesse coutumière, trouva une fois de plus les mots qu'il fallait. De toute façon, Gaston est beaucoup trop intelligent pour se braquer sur des broutilles de la sorte. C'est un homme qui sait faire la part des choses. L'ancien garde-chasse promena sur ses amis un regard transfiguré. Il sourit même à l'Émile, d'autant plus aimable que le bon curé était en train de lui remplir son verre. Continue ton histoire, Émile, pressa le patron d'une voix impatiente. Moi, je voudrais bien, répondit Émile en haussant les épaules, s'il n'y en avait pas de ceux qui m'interrompent tout le temps. Bon. Où j'en étais déjà? Ce fut l'Octave qui le renseigna. À l'endroit où le loup-garou apprenait au petit berger à piéger les chamois, les chevreuils, les coqs de bruyère. Exactement, ça t'a de confirmer le curé. Et après? Oui, donc le loup-garou, il ne vivait que pour ses gamins et ses alpages. Sa fiancée qu'il avait trahi le hanta toute sa vie. Et jamais il ne put aimer une autre femme. Les années passèrent et il devint vieux, comme les copains. Oh, des satisfactions il en avait eu quand même dans sa vie. La plus belle venait des petits gars qu'il avait aidés à devenir des hommes. L'âge aidant, il lui était de plus en plus pénible de tenir la montagne avec ses bêtes. Mais tout le monde savait qu'il était un bon berger, à commencer par les propriétaires qui lui faisaient confiance depuis si longtemps. Le loup-garou, lui, il sentait ses forces décliner, et cette année-là, quelques jours avant de redescendre, les bêtes, il ne se sentait pas bien. Comme une grande fatigue, il a dit à son jeune berger qui était en souci pour lui. « Tu vois, je finis ma dernière saison à l'alpage. » Le jeune ne savait pas trop quoi répondre. Il a essayé de remonter le moral au loup-garou. Penses-tu, c'est juste un peu de fatigue parce qu'on arrive au bout de l'été? Quand on sera redescendu dans la vallée, ça ira mieux, tu verras. Le vieux lui avait répondu avec un drôle de sourire. Je n'ai pas envie de descendre. J'aimerais rester ici pour toujours. Le gamin n'avait pas insisté. Mais le lendemain, le loup-garou, il avait la fièvre, une grosse fièvre, n'a pas eu la force de se lever. Et en plus, il faisait un sale temps. Le ciel était noir comme du plomb. Le ptiot, il a bien vu que le loup-garou, ça n'allait pas du tout. Le vieux avait comme des crises de délire. Alors il descendit à toute vitesse vers la vallée pour chercher du secours. Pendant qu'il descendait, le mauvais temps a éclaté en tempête, et puis c'est venu comme un ouragan. Le gamin a regretté d'avoir laissé le loup-garou tout seul, là-haut dans sa cabane. Au village, il a donné l'alerte. Comme le vieux médecin ne pouvait pas monter là-haut, ça faisait quand même 3 heures de marche. Il y avait 5 ou 6 gaillards qui sont partis avec le gosse, en emmenant un brancard pour redescendre le loup-garou. Ils sont partis sous un temps de chien, mais quand ils sont arrivés à la moitié du chemin, vous savez pas ce qu'ils ont vu. L'Émile marqua un temps d'arrêt pour jauger son auditoire, qui ne pipait pas un mot. Je vous le donne dans 1000. Ils le fixaient tous, suspendus à ses lèvres. Ils se sont trouvés nez à nez avec le troupeau qui redescendait tout seul de la montagne, avec les chiens et les ânes, tout battés. Comme le matériel bien rangé, les bêtes, on aurait dit qu'elles savaient où aller, comme si elles avaient été poussées par une force. Elles ne se sont même pas arrêtées en passant devant eux. Les gars, ils comprenaient rien. Ils n'avaient jamais vu ça. Il y en a conclu que le gamin leur avait raconté des blagues
et d'autres qui disaient que c'était étrange. Finalement, ils ont quand même compris qu'il s'était passé quelque chose là-haut, dans la montagne. Ils ont laissé le troupeau aller et ils se sont dépêchés. Ça avait dû faire une sacrée tempête. Le sol était tout raviné, des torrents descendaient de tous les côtés. En arrivant à l'alpage, ils ont trouvé la petite cabane détruite, à moitié effondrée. Pas de traces du loup-garou. Ils ont cherché partout. Ils ont appelé pendant je ne sais pas combien de temps. Personne, pas de loup-garou, rien. Le gamin s'est mis à pleurer. Il avait peur. Les autres n'étaient pas rassurés non plus. Alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y en a un qui a dit « Tiens, une chèvre !» Effectivement, une espèce de chèvre toute blanche était sortie de derrière un rocher. Le gamin a dit, entre ses pleurs, « Mais on n'avait pas de chèvre ici avec nous. » Ils regardaient tous la bête. Elle avait l'air bizarre. Il y a un homme qui dit « Elle ressemble à un chamois, vous ne trouvez pas ?» L'Émile s'arrêta pour finir son verre. En effet, c'était bien un chamois, tout blanc. Il s'est avancé vers les hommes, lentement, la tête bien droite. Personne n'osait bouger. Le gamin s'est arrêté de pleurer. Le chamois blanc est venu jusqu'à 3 mètres de lui, peut-être. Il l'a bien regardé. Et puis, tout d'un coup, il s'est retourné. Et il s'est soulevé à toute vitesse en direction des cimes. Personne n'avait eu le temps de bouger. Le chamois s'est arrêté sur un rebord de rocher. Il a regardé une dernière fois le gosse. Et puis il a disparu dans les éboulis. Quand les hommes ont repris leur esprit, ils ont regardé à l'endroit où la bête s'était arrêtée, près du gamin. Mais il n'y avait pas de traces de sabots, non. Pas d'empreintes de gros souliers. Les mêmes que ceux de Luca. Les empreintes étaient toutes fraîches sur le sol détrempé. Le Luca, personne ne l'a jamais revu. Mais de temps en temps, il y en a qui voient le chamois blanc dans la montagne. Après, on ne le voit plus pendant des années. Je sais qu'il y en a un autre qui le voit de nouveau. L'Émile se tut. Il faisait maintenant presque complètement nuit dans la pièce. Le patron actionna l'interrupteur électrique. La lumière fit saillir tous les regards. « Moi, je ne crois pas à ces sornettes, dit le Gaston. Moi non plus, dit le curé. Mais je ne dirais pas que ce sont des sornettes. C'est une bien belle histoire. La preuve, nous l'avons écoutée. » L'Émile récupéra sa veste sur le dossier d'une chaise et l'enfila. « Bon, ce n'est pas le tout. Moi, il faut que j'aille faire chauffer ma soupe. » Il sortit dans la brume molle de la nuit du soir. « Sacré Émile, dit le curé quand la porte se fut refermée. Il cuisine rudement bien. Chaque fois que je vais dîner chez lui, je me régale. Oh, vous savez, dit l'Octave, il a l'habitude. Jamais une femme ne lui a fait la cuisine à lui. Il a bien fallu qu'il apprenne. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est jamais marié, dit le patron. Moi non plus, dit le Gaston. Pourtant, il était jeune. Il avait une sacrément belle fiancée. C'était du temps que je fréquentais ma femme. Et pourquoi ne l'a-t-il pas épousée? Je ne sais pas. Mais elle s'est mariée. Ah, oui, avec un notaire. Voilà. Vous en conclurez ce que vous en conclurez. Voilà. Je pense qu'en fait, celui qui voit le chamois blanc dans les jours qui suivent devient le chamois blanc. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, profitez d'eux et ne faites pas trop les fous.